Ce week-end a eu lieu le Grand Prix des États-Unis, et le seul pilote américain du plateau, Logan Sargeant, a décroché son premier point en Formule 1. Alors on peut dire que c'est grâce aux disqualifications de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc, aux abandons des uns et des autres, mais pour lui, peu importe. Il est devenu le premier américain à inscrire un point en Formule 1 depuis 1993. La belle histoire, c'est que son prédécesseur était également présent dans le paddock ce week-end, et il est aujourd'hui connu davantage par les fans de Formule 1 pour bien d'autres raisons. Il s'agit de Michael Andretti, fils de Mario, père de Marco, et surtout porteur du projet d'Andretti en Formule 1. L'arrivée d'Andretti dans la discipline n'a jamais été aussi proche, et pourtant, elle semble encore terriblement éloignée. La FIA les a autorisés à discuter avec les propriétaires du championnat, ce qui est une première étape positive. Mais les écuries et Liberty Media sont particulièrement réticents quant à leur candidature, et rien ne dit aujourd'hui qu'elle sera acceptée. Alors j'ai déjà traité ce sujet il y a quelques semaines, avant même que la FIA ait officiellement donné son feu vert. Il y a énormément de choses qui ont changé depuis. Beaucoup de patrons d'écuries se sont exprimés sur le sujet, le partenariat moteur avec Alpine est à moitié tombé à l'eau pour l'instant, et ils ont récemment testé un modèle de monoplace 2023, preuve qu'ils continuent de croire en ce projet. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur les dernières actualités autour d'Andretti, et je vais vous expliquer pourquoi ce projet globalement soutenu par les fans pose autant de problèmes aux acteurs du championnat. Le mois dernier, vous avez été un petit peu plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez me soutenir et m'aider à faire décoller le projet, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti. Le 2 octobre dernier, la FIA a annoncé par un communiqué avoir terminé sa sélection de candidatures pour rejoindre la Formule 1 à partir de 2025. Sur 7 candidats déclarés depuis l'an dernier, un seul a rempli tous les critères pour passer à l'étape suivante. Il s'agit bien sûr d'Andretti, qui discute désormais avec Liberty Media pour les convaincre que leur projet est solide. Alors pour rappel, si la FIA est la seule entité qui peut juger s'ils ont les moyens de participer au championnat, Andretti doit avant tout se mettre dans la poche les actionnaires de la Formule 1 et ses propriétaires. Disons-le, il s'agit avant tout d'une question de gros sous. La Formula One Management, ou la FOM pour les intimes, doit trouver un accord commercial avec Andretti qui satisfait toutes les parties. La F1, Andretti bien sûr, et surtout toutes les autres écuries. Alors je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur le sujet. C'est la répartition des recettes du championnat qui est au cœur du débat. En 2020, les écuries ont signé de nouveaux accords Concorde, qui définissent combien chacun va gagner jusqu'à la fin de la saison 2025. Ce sont des accords confidentiels, donc aucune personne extérieure à la F1 ne sait qui gagne quoi. Mais le calcul est simple. Si Andretti rejoint le championnat en 2025, ça signifie qu'il faudra diviser l'argent gagné par 11 plutôt que par 10, et ça fait une grosse différence. Alors ce qu'on sait en revanche, c'est que dans ces accords Concorde, il y a une clause d'antidilution de 200 millions de dollars. En gros, ça permet de protéger les investisseurs dans le cas où l'entreprise émet une nouvelle part, comme ça serait le cas avec Andretti. Même si la valeur des actions diminue, l'investisseur initial recevra une compensation qui ne lui fera rien perdre. Aujourd'hui, les écuries estiment que pour accueillir une nouvelle équipe, il faudrait faire passer la clause anti-dilution de 200 à 600 millions de dollars, ce qui ne peut normalement pas se faire sans de nouveaux accords Concorde, qui doivent intervenir en 2026. Mais très honnêtement, au-delà des pertes d'argent immédiates que ça pourrait engendrer, je pense qu'ils ont davantage les craintes sur le long terme. La Formule 1 évolue avec 10 équipes depuis 2017. Toutes les écuries sont aujourd'hui stables, elles ont survécu à la crise sanitaire de 2020 et elles atteignent presque toute la limite du budget plafonné. En clair, elles ont réussi à trouver un certain équilibre, chose qui n'est absolument pas facile en Formule 1. Aujourd'hui, la F1 gagne énormément d'argent. Ils organisent de plus en plus de courses, dans des villes comme Las Vegas ou Jeddah, qui génèrent sans doute plus de recettes que les circuits européens comme Portimao, Hockenheim ou Le Castellet. Mais le bilan n'est peut-être pas aussi positif que ce que vous croyez. La domination de Max Verstappen et de Red Bull a des conséquences négatives sur les recettes de la Formule 1. Et j'ai consacré une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse de comprendre pourquoi, je vous invite bien sûr à aller la voir. La réalité, c'est qu'il y a pas mal d'incertitudes quant aux prochaines saisons, 2024 et 2025 en particulier. Si Verstappen continue à dominer de la sorte, est-ce que le public va continuer à se désintéresser comme cette année? C'est possible, et en théorie, même si la valeur du produit Formule 1 diminue, eh bien les acteurs actuels seront protégés par les accords Concorde. Mais que se passera-t-il si l'on ajoute une écurie supplémentaire dans l'équation? C'est une vraie inconnue, et c'est sans doute ce qui fait peur aux acteurs du championnat. En plus de ça, beaucoup ont la sensation d'avoir construit le sport moderne en quelque sorte, d'avoir accompagné le développement de la Formule 1 entre la moitié des années 2010 et aujourd'hui. Et ils n'ont pas tort, je peux comprendre qu'ils souhaitent en conséquence avoir une part du gâteau plus importante. Les déclarations des responsables d'écurie vont toutes dans ce sens finalement. Par exemple, James Vols, le patron de Williams, estime que la Formule 1 va forcément perdre de l'argent en ajoutant une écurie supplémentaire. Selon lui, la moitié des écuries de la grille ne sont pas rentables, et une 11e écurie, dans la configuration actuelle, va forcément réduire l'argent qu'il pourrait gagner. Donc en clair, c'est à Liberty Media de faire une proposition qui doit satisfaire toutes les parties. C'est également ce qu'a déclaré Christian Horner, qui lui pense qu'Andretti n'a tout simplement pas procédé de la bonne façon. Il apprécie le soutien de General Motors, mais il estime qu'ils auraient dû s'allier avec une écurie déjà existante plutôt que de développer leur propre structure. C'est ce qu'a fait Audi, et Williams par exemple a manifesté publiquement être intéressé par un partenariat avec eux. Horner pointe aussi du doigt un autre problème. Une écurie supplémentaire sur la grille, ça signifie accueillir un garage de plus sur chaque circuit. Il y a de monoplaces supplémentaires, bien sûr, mais surtout des centaines d'employés à accueillir. Il va falloir s'organiser avec les 24 sites qui accueillent un Grand Prix pour s'assurer que c'est possible.
Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui peut se régler, j'en suis sûr, mais ça nécessite quand même une certaine réflexion. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Andretti et Liberty Media semblent se trouver dans une impasse. D'un côté, il y a la FIA qui pousse pour qu'il fasse partie de la grille dès 2025, mais leur appel à candidature en début d'année était surtout un bon moyen de jauger l'attractivité de la Formule 1, et à ce niveau-là, ça a été un succès. Maintenant, ils ont refilé la patate chaude à Liberty Media, qui va sans doute sortir perdante de l'histoire si jamais il décide de refuser la candidature d'Andretti. En fait, personne n'y gagne vraiment dans cette histoire. Si Stefano Domenicali recale Andretti, c'est certain qu'ils vont publier un communiqué incendiaire pour ternir leur réputation. Et oui, après tout, ils ont tout ce qu'il faut. Une vraie histoire dans le sport auto, des infrastructures de qualité et le soutien d'un constructeur automobile gigantesque. Si même avec ça ils n'arrivent pas à s'inviter sur la grille, eh bien ça va avoir des répercussions qui peuvent faire mal au sport. Du côté des écuries, eh bien elles apparaîtront comme des structures pingres, fermées, qui n'ont absolument pas envie d'ouvrir le sport à de nouvelles équipes. Ça aussi, ça peut avoir des conséquences négatives pour leur image. Enfin, en ce qui concerne Andretti, eh bien ils auront perdu un temps et un argent fou à développer un projet qui n'aboutira pas. Non, pour eux, à ce stade, il faut qu'ils réussissent à convaincre Domenicali et l'ensemble de la grille de leur donner une chance. Pour entrer en Formule 1 en 2025, aujourd'hui, chaque jour compte. Et si leur candidature est finalement acceptée, il leur restera deux gros obstacles à franchir, la voiture et le moteur. D'abord, il faut construire une monoplace dans les temps. À ce niveau-là, ils ont l'air plutôt bien avancés, puisqu'ils ont déjà développé quelque chose qu'ils ont pu tester dans la soufflerie Toyota. Soufflerie d'ailleurs utilisée jusqu'à très récemment par McLaren. À cette occasion, Michael Andretti a été interrogé sur leur arrivée en F1, et il a été plutôt clair quant à la position des autres écuries. Regardez. Pour l'instant, nous visons toujours d'entrer en Formule 1 en 2025. Nous travaillons dur et nous construisons une équipe. Donc pour l'instant c'est 2025, mais ça pourrait être 2026, nous verrons bien. Je ne comprends pas pourquoi les autres écuries se dressent contre nous, c'est un mystère. Ils disent que nous réduisons la part du gâteau, mais je crois que nous allons apporter plus de valeur que ce que nous enlèverons. Nous pouvons contribuer à améliorer la popularité du sport aux États-Unis par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas partie du championnat actuellement qui nous ont déjà contactés et qui sont intéressés pour travailler ensemble. En clair, le temps presse pour Andretti, et il somme ses futurs collègues de les autoriser à participer au championnat pour développer leur monoplace en toute sérénité. En vrai, pour eux, le plus tôt sera le mieux, mais c'est la même chose pour la Formule 1. Ils souhaitent avant tout que les nouveaux entrants soient au niveau dès le départ, qu'il n'y ait pas un gouffre énorme entre le bas de tableau et les top teams, comme ça a pu être le cas par le passé. Toutes les réglementations vont dans ce sens, et si on peut évidemment les critiquer, parce qu'elles ne sont pas parfaites, on peut quand même assister à un rapprochement du niveau des uns et des autres. Plus la FOM fait attendre Andretti, plus on a de chances qu'il soit un niveau en dessous du reste, et je pense que c'est quelque chose que personne ne veut. Dernière chose dont il faut qu'on parle, le moteur. Ça, c'est un sacré problème, parce que de base, Andretti avait trouvé un accord pour être motorisé par Alpine, ou par Renault si vous voulez. Sauf que Bruno Famin, le patron de l'équipe, a déclaré que le préaccord qui existait entre les deux structures n'est plus valide. Ils espéraient qu'Andretti ait trouvé un accord avec la F1 avant octobre, pour pouvoir passer aux prochaines étapes du processus. Andretti n'a donc aucun accord avec Alpine aujourd'hui, et là aussi, le temps presse. Renault estime que la décision de Liberty Media doit intervenir au début de l'année prochaine au plus tard. C'est le temps qu'il leur faut pour produire des moteurs en temps et en heure pour leurs clients. L'objectif d'Andretti sur le très long terme, c'est de produire des moteurs avec General Motors, qui a sans doute les ressources pour le faire. Ce qui leur manque, c'est le savoir technique, et c'est impossible qu'ils réussissent à produire des groupes moteurs fiables et performants d'ici à 2025 ou même 2026. Du coup, ils doivent se tourner vers un constructeur moteur présent sur la grille actuellement, et c'est donc Renault qui semble avoir leur faveur. Mais pas sûr qu'ils soient très chauds à le faire si ça continue à tarder comme ça, parce que ça leur impose des contraintes de temps, dont ils n'ont vraiment pas besoin aujourd'hui. Alors que se passe-t-il dans ce cas-là, dans le cas où une écurie se retrouve sans accord avec un partenaire moteur? Ne vous inquiétez pas les amis, le règlement de la FIA est très complet en ce qui concerne ce sujet. Quoi qu'il arrive, Andretti ne peut pas se retrouver sans rien. L'annexe 6 du règlement sportif de la FIA nous indique ceci. La FIA est autorisée à demander à un fabricant de groupe moteur de fournir une équipe. Et dans ce cas-là, on demandera à l'entreprise qui a le moins de clients d'être le fournisseur moteur d'Andretti. En 2025 ou 2026, ce sera donc soit Renault, soit Honda. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas eu de discussion avec le groupe japonais, au vu des liens qu'ils entretiennent dans d'autres disciplines. Mais bon, ça c'est un autre sujet. La candidature d'Andretti est donc au point mort aujourd'hui. Si celle-ci venait à être refusée, cela créerait un vrai précédent en Formule 1, qui pourrait franchement nuire à sa réputation et surtout à son attractivité pour de nouveaux postulants. J'espère simplement que tout ça ne va pas finir en grosse bataille judiciaire et légale, et que leur candidature finira par être acceptée, tout en assurant aux écuries en place que la viabilité de leur structure n'est pas menacée. C'est une tâche difficile, et maintenant, c'est à Stefano Domenicali de jouer, et de contenter tout le monde. On lui souhaite bien du courage. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la réticence des écuries par rapport au projet Andretti, si vous pensez que leur candidature finira par être acceptée, moi je lirai tout ça avec attention. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner, ça m'aide énormément. Moi je vais vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine.